Bonjour et merci infiniment de nous choisir en ce jour. Réflexion hebdomadaire, rencontre échange nouveau numéro, le 212e. On va une fois encore revisiter les faits marquants de l'actualité chez nous au Togo ces dernières heures avec beaucoup de sujets à l'actualité. Le vote du budget, de la loi finance rectificative, Il y a également ces événements dramatiques qui sont produits dans le nord du pays, dans l'outil plus précisément à Mango, le nouveau code pénal et puis bien sûr les 5 ans d'existence de l'ANC. Et pour en discuter, je reçois pour vous la présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, Madame Isabelle Amegavi. Merci Madame de cette invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. Alors avec vous, on va revisiter ces faits de l'actualité, notre actualité. On va commencer d'abord par ces événements de Mango. Et comment avez-vous appris cette information et quelles étaient les premières réactions, d'abord vous en tant que parlementaire, puis en tant que politique? En fait, nous étions à la plénière de l'Assemblée nationale du 6 novembre qui devait étudier et adopter le projet de loi rectificative du budget de l'État. Et donc, c'est à cette séance que l'Assemblée nationale, la représentation nationale a été informée de manière officielle des graves événements qui se passaient à Mango, dans la préfecture de Loti. Il faut rappeler que ce jour-là, il y avait eu 2 morts, déjà le vendredi en question. Et donc, des collègues avaient souhaité que toute affaire cessante, le problème puisse être débattu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il nous était difficile de le faire puisque, selon le règlement intérieur, il fallait donc adresser une question au gouvernement qui est chargé, notamment le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et bien évidemment le ministre de l'Environnement, puisqu'il s'agit du problème lié aux aires protégées, notamment ce qu'on appelle communément la faune. Et donc, l'après-midi, nous avons terminé avec le projet de loi rectificative, je dirais, aux alentours de 14 heures. Et donc, ça désemparait tout de suite à la sortie de la séance. Le groupe parlementaire ANC s'est réuni et nous avons adressé par ma modeste personne une question d'actualité au gouvernement. Une question adressée au Premier ministre parce que nous avons estimé que les faits étaient tellement graves qu'il revenait au Premier ministre, chef du gouvernement, d'expliquer les différents aspects du problème qui se posait à Mango. Donc, la lettre a été adressée, déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale ce vendredi-là dans l'après-midi. Et vous saviez qu'on était entré dans le week-end. Et donc, le lundi matin, il y a eu une conférence des présidents qui doit décider de la date de chaque plénière. Donc, il s'est réuni et a fixé donc la séance sur la question d'actualité sur mardi après-midi à 15h. Et donc, c'est comme cela que l'Assemblée nationale a été informée. Il faut rappeler que le samedi matin, le nombre des morts malheureusement a augmenté puisque le samedi dans la matinée il y a eu encore des manifestations qui ont été réprimées, donc a occasionné encore 3 morts en plus des 2 de la veille, ce qui faisait donc au total 5 morts. Et donc, c'est tout cela qui a fait l'objet de la séance de l'Assemblée nationale du mardi après-midi. Et il y avait les membres du gouvernement qui étaient là pour répondre à vos questions. Oui, bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre question a été adressée au Premier ministre, mais on nous a informé de ce que le Premier ministre n'était pas sur le territoire national et que dans tous les cas, chef de gouvernement, il peut dépêcher n'importe quel ministre. L'essentiel, c'est que ces ministres puissent apporter des réponses aux questions posées par les députés pour en savoir sur la question d'actualité. Et donc, bon, c'est vrai qu'il faut ajouter que en dehors de cette question-là posée par la présidente du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale, un député de UNI aussi a posé une question sur le même sujet. Et donc, ce jour-là, on s'est retrouvé avec 2 questions posées sur le même sujet. Et donc, c'est les ministres de la sécurité, de la protection civile et de l'environnement qui ont été dépêchés pour donc répondre
aux questions. Il faut dire que la question posée par notre collègue de UNI était adressée à ces deux ministres, précisément. La nôtre était adressée au Premier ministre, c'est vrai, mais c'est les deux ministres qui ont répondu sur les deux questions qui ont été posées par l'un et l'autre. Est-ce que la représentation nationale a été satisfaite des réponses apportées? Oh non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Concrètement, quelle lumière ont-ils apporté sur la situation, sur les événements? Bon, d'abord, je dirais que la séance a duré pratiquement 3 heures d'horloge. Nous avions commencé vers 15 heures et nous terminions au-delà de 18 heures. Mais ce qui est à remarquer, c'est que à la fin, lorsque le président de l'Assemblée nationale a mis fin au débat, il y avait plusieurs personnes qui voulaient encore poser des questions. Alors, c'est significatif de la non-satisfaction des députés par rapport à la réponse, aux réponses données par les ministres, puisque si ces réponses-là avaient satisfait la représentation nationale, bien évidemment, il n'y aura pas de nouvelles questions à poser et autres. Bon, ensuite, le contenu même des questions aux réponses face au drame, nous a laissé, mais vraiment... pantois, devant, je dirais, le peu de cas, finalement, qui est fait de la protection de la personne humaine et tout le reste. Donc, nous sommes sortis de cette séance encore plus frustrés et plus indignés par rapport aux événements qui se sont passés à Mango. Je veux dire, les deux ministres, en voulant justifier l'injustifiable, en ont rajouté, et j'avoue que la séance n'a pas atteint son objectif parce que n'ayant véritablement pas convaincu. C'est cela. Est-ce que la présidence nationale a envoyé peut-être une délégation, une commission parlementaire pour enquêter sur les circonstances du drame? À mon sens, le président de l'Assemblée nationale nous a informé de ce que, informé du drame, il y a eu une cellule de crise, je suppose au niveau du gouvernement ou du plus haut sommet de l'État. On parle d'une enquête judiciaire. Voilà, qui a été mise sur pied et une cellule de crise à laquelle lui-même, en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui dit, aurait été associé. Mais pour ce qui nous concerne, au niveau de l'ANC, nous avons envoyé une délégation composée en l'occurrence par un député, l'honorable, j'aime pas utiliser le terme d'honorable, monsieur Alphonse Pogo, une délégation qui s'est déplacée, qui est allée sur les lieux pour aller faire le constat, parce que vous comprenez, vous ne pouvez pas être député et défendre les intérêts de la nation et lorsque des faits comme cela se passent, que vous puissiez tirer argument de ce qui est raconté par-ci et par-là, sans avoir les éléments de première main pour pouvoir faire votre idée sur le sujet. Et donc, c'est pour cela que nous avions trouvé utile et nécessaire de dépêcher une délégation de la ANC qui allait sur le terrain vérifier et ils sont rentrés avant-hier. Et hier, dans l'après-midi, CAP 2015 a organisé une conférence de presse pour porter à la connaissance de la presse et de l'opinion nationale et internationale aussi les résultats de cette mission-là, le constat qu'ils ont eu à faire sur le terrain, ayant recueilli les témoignages, ayant visité, vu, ayant même pris des photos sur des victimes, des dégâts, parce qu'il y en a eu, et nous ayant informé d'ailleurs d'autres problèmes sur lesquels nous n'étions pas du tout informés, qui n'étaient pas portés à notre connaissance, même avant. Quel problème, après. Par exemple, il y a eu dans un canton de la préfecture de l'Outi qui s'appelle Sabiebou, un village qui s'appelle Maboulgou, qui a fait l'objet d'une descente musclée des militaires en exécution du projet de réhabilitation des aires protégées. Et il paraît que ce village, l'accès à ce village est très 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 compliqué parce que ça se trouve au cœur même de ce qu'on appelait
communément la faune. Et donc, le député Pogo nous a expliqué qu'ils sont allés jusqu'à un certain niveau en voiture. Ils ont dû descendre de voiture, prendre une moto, et après ils ont descendu, ils ont laissé les motos, ils ont pris une pirogue, ils ont traversé le fleuve, et ensuite ils ont marché 5 km à pied avant d'atteindre le village. Et que vers le 20 mai de cette année, vous savez, le 20 mai, c'est tout de suite après l'élection présidentielle. Donc, il y a eu une descente musclée de l'armée pour faire partir, faire déguerpir les habitants, parce que cet espace-là, ou bien là où ils avaient leur habitation, leurs champs et autres, là, était prévu dans l'aire protégée de la faune. Bon, ce qui est triste, c'est que il disait que lorsqu'ils étaient arrivés, dès que les villageois qui sont là devant, qui habitent dans les ruines et tout ça, les a vus, ils ont commencé à courir, à fuir dans la brousse. Ils ont dû leur dire non, que ce n'est pas donc une population très traumatisée par ce qu'ils avaient vécu à l'époque. Et c'est vrai que cette question-là avait été posée au ministre de l'Environnement à la séance de l'Assemblée nationale. Et il a confirmé que c'est vrai qu'ils ont débuté l'exécution du projet, et que il avait débuté, ça s'est très mal passé et ils l'ont abandonné. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que ces villageois n'avaient aucunement été associés, parce qu'ils ont dit clairement qu'on ne les a pas du tout prévenus du déguerpissement qui était organisé, pour qu'ils prennent leurs dispositions à la limite et tout cela. Et donc, ils avaient encore leurs récoltes dans les greniers, ils avaient les petits pécules qu'ils avaient, hein, leurs biens là-bas, il faut comprendre, par bien ce que dans les contrées, les contrées éloignées là-bas où la misère sévit, je dirais même la misère noire, ce qui constitue le bien de ces populations-là, les récoltes. Or, bon, il se trouve que non seulement les habitations avaient été saccagées, mais les greniers ont été brûlés. Et ils ont dit donc à la délégation que même les papiers d'identité de leurs enfants, les actes de naissance et autres, tout est parti dans la fumée et tout ça, les cases ayant été incendiées. Donc, c'est des populations-là qui sont abandonnées. Et c'est vrai que cela s'est passé en mai, mais pratiquement personne n'était au courant de cela. Et donc, c'est lorsque la délégation est arrivée à Mango qu'elle a été informée de ce qu'il y avait une situation là-dedans. Ils ont tenu eux-mêmes à aller jusqu'à la source de l'information, et ils y sont allés. Et je vous avoue que eux-mêmes sont revenus, je crois, même plus traumatisés que les villageois qu'ils ont vus là-bas, parce que déjà la misère à laquelle ces villageois la font face, et ajouté à ce qui leur est arrivé, c'était quelque chose de vraiment terrible et de vraiment insupportable. Oui. Le gouvernement a pris des dispositions consistant à l'arrêt du projet. Au niveau des parlementaires, est-ce que vous avez une solution, une mesure qu'on peut proposer pour régler ce problème? Parce qu'il est question des aires protégées. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la question de l'environnement, mais pas forcément au détriment des humains. Vous savez, ce problème, ce qui est malheureusement arrivé aux populations de Loti, pose beaucoup de problèmes liés à la gouvernance, tout simplement, dans notre pays. Ça pose d'abord le problème de la gestion des collectivités locales. Vous savez, ça fait des années, je dirais depuis les 22 engagements, que les autorités de ce pays ont pris l'engagement d'organiser des élections locales dans notre pays, lesquelles devaient permettre à ce que la gestion de la communauté se fasse à la base. Alors, ces élections-là ne sont pas faites, et ceux qui dirigent aujourd'hui nos collectivités, ce sont des délégations spéciales qui sont nommées et qui finalement ne rendent compte qu'à celui qui les a nommés. Alors que normalement, sur la gestion des collectivités, le compte rendu doit se faire aux populations qui vous ont mandaté.
Or, il se trouve qu'à l'état actuel des choses, ils font leur compte rendu. Et si compte rendu devait y avoir, moi je dis qu'il n'y a même pas. Ils rendent compte à personne et ils gèrent comme ils veulent en faisant tout et n'importe quoi des collectivités locales. Parce que dans ce dossier, il a été porté à notre connaissance. Le ministre de l'Environnement l'a dit qu'ils ont vu les chefs traditionnels, ils ont vu les représentations, les délégations spéciales, ils ont vu des cadres de la localité, encore que plusieurs des cadres disent n'avoir jamais été associés à quelque projet que ce soit et autres. Donc voilà des autorités qui prennent la tâche avec des personnes, des délégations spéciales en lesquelles les populations ne se retrouvent pas. Et donc, qui n'ont pas de légitimité, donc, qui d'ailleurs, sachant n'avoir pas de légitimité, n'ont même pas, puisque je vous ai parlé du village de Maboulgoul, où ils n'ont même pas été informés de ce qu'il y avait un projet qui aboutissait à leur déguerpissement Manu Militari. Et donc, voilà, le projet a été ficelé comme cela, sans qu'on ait convaincu les populations de la nécessité et du bien fondé du projet. Surtout que c'est des populations très traumatisées parce que cette histoire de faune, on en a abondamment parlé à la conférence nationale souveraine sur ce que cela a coûté aux populations dans l'outil. C'est vrai qu'il s'agit d'un projet, nous l'avons appris également aussi, à contenance régionale, puisque c'est un projet pour la protection des aires, là, qui recouvre, je crois, le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et autres. Mais la différence entre ces pays et le Togo, c'est que ni le Niger, ni le Bénin, ni la Côte d'Ivoire n'ont jamais connu de colonel Djoua, Nassir Djoua, par exemple. Mais la préfecture, les populations de la préfecture de Loti l'ont connu. Et tout ce qui s'est passé dans cette faune-là, vous saviez, nous étions dans Loti pendant la campagne électorale de cette année. Et les populations sont claires, elles ne veulent plus entendre parler de cette histoire de faune. Alors, lorsque vous venez avec un projet comme cela, vers des populations qui en ont bavé, comme on dit communément, sur le problème, je crois qu'il y a beaucoup de choses préalables à faire. Il y a beaucoup d'instructions à faire. Il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a énormément de choses à faire au préalable avant que les populations ne puissent accepter même l'idée de s'approprier la chose et de voir le bien fondé. Mais vous voyez, dans notre pays, c'est cela. Les autorités décident de faire quelque chose et bon, à la limite, si les populations le veuillent ou pas, bon, voilà, la décision est prise, on l'exécute. C'est pour cela que moi je dis que pour aller installer cela, les militaires, on n'avait pas besoin des militaires pour ça. C'est le rôle de l'armée, ce n'est pas d'aller incendier les cases et tout ça, de faire des guerpilles. Les huissiers, les militaires ne sont pas des huissiers, ni les agents de maintien d'ordre pour aller faire déguerpir les gens dans leur habitation pour pouvoir installer une aire protégée. Voilà la situation de notre pays et j'avoue que nonobstant le problème de la gestion des collectivités locales, il y a aussi le problème de la gestion de nos manifestations dans notre pays. Parce que ce que nous avons appris aussi, c'est que une association de la localité qui s'appelle One Block, qui a été créée depuis que cette histoire de réhabilitation est remise sur le plateau, avait appelé à des manifestations et la manifestation du vendredi 6 n'était pas la première. L'association avait eu à organiser d'autres manifestations pacifiques, ils l'ont bien spécifié dans le temps, qui se sont bien déroulées sans anicroche, sans problème et la manifestation s'est dispersée à la fin. Donc, je crois que la manifestation du 6 était, je crois, la troisième au moins de cette manifestation-là. Et l'association a adressé un courrier d'information au préfet, dans lequel courrier disait que c'est une manifestation qui est destinée à demander, à refuser le projet, le retrait et à demander également la démission du préfet.
Parce que, bon, je rappelle quand même que cette population, je vous l'ai dit tout à l'heure, était très traumatisée à l'époque parce qu'il y avait eu un colonel Djoua qui était militaire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand on reparle de la réhabilitation de la faune, il y a encore un militaire qui est préfet dans l'outil. Vous savez, l'ancienne situation ressemblant à la nouvelle, vous imaginez que des populations traumatisées qui sont présentement en face d'un préfet militaire et autres, bon, il y a problème. Toujours est-il que la manifestation a dégénéré et donc ce jour-là, il y a eu 2 morts par balle réelle. Alors, nous avions posé la question au ministre de la Sécurité qui n'a pas à nier que sur les lieux du maintien de l'ordre au niveau de la manifestation, il y avait des militaires. Or, vous savez, il y a le point 14, le point 15 des recommandations de la CVJR qui dit précisément que le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les agglomérations devait être exclusivement confié à la police et à la gendarmerie. Alors, moi j'ai posé la question au ministre de la Sécurité, mais qu'est-ce que les militaires faisaient là-bas? Qu'est-ce que les militaires faisaient là-bas? Puisque le lendemain, samedi, les 3 morts qui ont eu, c'était encore du fait des militaires, puisque c'était un blindé de l'armée qui est rentré dans la foule et qui a écrasé 3 personnes qui sont décédées. Alors, donc, ça nous pose le problème de l'intervention, je dirais, intempestive de l'armée dans le maintien d'ordre, dans les manifestations et de l'utilisation de balles réelles. Parce que, bon, les 2 personnes tuées jeudi l'ont été par balle et les 3 du samedi l'ont été par un véhicule de l'armée qui les a écrasés. Alors qu'il est bien spécifié que le maintien d'ordre doit être assuré en agglomération par la police et la gendarmerie. Bon, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, au contraire, que les réponses des ministres nous convainquent, ça nous a surtout provoqué parce que je vous avoue qu'il y a certaines explications qui n'étaient pas acceptables. C'est cela. Voilà. Merci pour ces éclaircissements sur les événements de Mango. Alors, autre sujet encore dans l'hémicycle, avec ces lois qui ont été votées. D'abord, on parle de la loi de finances rectificative. Ça a aussi opposé, n'est-ce pas, la mouvance à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Bon, il faudrait que j'explique d'abord ce que c'est qu'une loi de finances rectificative. Vous savez, lorsque vous votez un budget, l'exercice, c'est sur une année, de janvier, début janvier à fin décembre. Donc, le budget exercice 2015, nous l'avons voté fin décembre 2014 et donc devait couvrir les recettes et les dépenses de l'État exercice 2015. Et donc, ils vous souviennent qu'au moment du vote de ce budget, nous, de l'ANC, nous n'avons pas voté. Nous avons même voté contre. Pourquoi? Parce que nous avons relevé dans ce budget beaucoup d'anomalies que nous avons portées à la connaissance du gouvernement qui a emmené le projet de budget à l'Assemblée nationale. Bon, bien évidemment, nous n'avons pas été suivis dans ce que nous avions proposé pour ce budget-là, puisque le gouvernement lui-même parle des axes prioritaires du gouvernement, en l'occurrence la santé, l'éducation, les aspects sociaux de ce budget-là qui constituent les axes prioritaires de l'exécution du budget, tout ça. Or, nous avons remarqué que dans le budget, ces axes dits prioritaires n'étaient pas visiblement pris en compte comme il le fallait, surtout eu égard au problème. Ils vous souviennent qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de mouvements populaires, des fonctionnaires, de la santé, de l'éducation et autres. Et donc, nous avions estimé que ces problèmes-là n'étaient pas forcément pris en compte comme il le fallait, au profit ou au détriment d'autres secteurs qui ne paraissaient pas prioritaires pour nous, mais qui ont été gérés et tout ça. Voilà pourquoi, n'ayant pas été entendus sur les propositions que nous avons faites pour amender, nous n'avions pas voté le budget. Et donc, il faut dire qu'une loi de finances rectificative, lorsque le budget, au cours de l'exercice, rencontre des problèmes, par exemple, les recettes qu'on a fixées ou les dépenses ne sont pas engagées comme on le souhaiterait, le gouvernement est obligé de revenir devant l'Assemblée nationale pour demander à l'Assemblée nationale de rectifier. Vous voyez, de rectifier le budget. Et donc, c'est ce qui s'est passé là.
parce que nous vous avons dit que ce budget-là ne peut pas être exécuté comme cela c'est, on ne nous a pas écouté et on revient avec, cette fois-ci, en fait, constatant ce que nous avions dit, on revient sur le budget, demandant à l'Assemblée, à la représentation nationale, de corriger le budget. Mais ce qui est plus grave dans cette loi de finances rectificative, c'est que ça n'a pas, la demande de correction du budget n'est pas faite pour ce que nous voulions, c'est-à-dire pour prendre en compte de manière efficiente les axes prioritaires. Non, c'est que cette demande-là est faite pour gérer ou pour corriger des anomalies, par exemple des dépenses hors budget et tout ça. La fameuse rencontre là, sur la sécurité maritime et autres, où il y a eu des dépenses hors budget de l'ordre de 5 milliards pour l'organisation d'une telle rencontre. Alors, c'est le gouvernement qui vient encore avec une nouvelle rectification. Oui, parce que, bon, ils ont dû faire des dépenses hors budget, parce que dans le budget, lorsque nous le votons en décembre, il n'y avait pas cette histoire d'organisation. Il faut savoir que lorsque lui a fait des réunions qui rentrent dans sa compétence, c'est l'institution même qui prend en charge les frais. Or, il se trouve que l'organisation de cette réunion-là sur la sécurité ne rentre pas dans la compétence directe de lui. Et donc, le pays qui accepte d'accueillir cette rencontre-là va l'organiser sur ses propres charges, sur ses propres finances. Ça veut dire que c'est l'État togolais qui va prendre en compte le financement de toute la réunion. Et ce n'est pas l'institution l'UIA. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que on a les travaux qu'on a commencé à faire et autres et tout ça l'ont été hors budget. Et donc, aujourd'hui, on veut l'intégrer dans le budget. On nous parle des dépenses de 5 milliards et autres. Alors, nous avons posé la question de savoir que, étant entendu que c'est une réunion qui n'entre pas dans les activités, je dirais, normales de l'institution, quel intérêt cela a pour le Togo, étant entendu que le port autonome de Lomé n'est pas le premier de la sous-région. Il y a, je crois, les ports de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et autres qui viennent et qui, ces pays-là n'acceptent pas d'organiser une telle réunion, que ce soit le Togo. Quel intérêt, de manière efficiente, le Togo pourrait tirer de ces... Là aussi, on ne nous a pas tellement convaincus. On a parlé de l'image du pays et autres. Mais moi, je dis l'image du pays à 5 milliards, pendant que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes sociaux et autres, moi, je crois que c'est un choix qui nous étonne. Et pendant ce temps, nos hôpitaux, vous savez, sont là, la misère n'est toujours pas réglée, le chômage des jeunes et autres, et tout ça là va en s'aggravant de jour en jour, et les dépenses de prestige et autres. Donc, bien évidemment... Et comment ça a été résolu finalement? Ah non, nous n'avons pas voté. Nous ne pouvons pas voter. On a quand même réussi à budgéter ces dépenses qui ont été faites hors budget. Oui, vous savez que nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale et qu'à l'Assemblée nationale, l'adoption se fait par vote. Et donc, avec 62 députés contre nous 18, le quart 5 autres, ils ont le nombre pour faire passer tout ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Nous ne l'avons pas voté, surtout que dans ce budget, il y a eu beaucoup d'anomalies, beaucoup de choses qui ont été faites qui ne correspondent pas à la norme, aux normes définies par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc nous ne pouvons pas donner notre caution à une telle loi rectificative. Nous avons voté contre. Autre polémique encore au sein de l'Assemblée nationale, le vote du nouveau code pénal que tout le monde a salué et que le Togo s'est doté d'un nouveau cadre pénal justement en matière de juridiction. Alors, il y a quelques articles qui posent problème. L'article 198 par exemple sur la torture. Que dit l'article et qu'est-ce que ça pose exactement comme problème? Non, d'abord il faut
rappeler l'historique un peu. Très rapidement de ce problème. Vous savez que le Togo est parti à la convention sur l'abolition, l'interdiction de la torture et a adhéré même au protocole facultatif et autres. Or, nous sommes confrontés dans l'application de cette convention-là dans nos juridictions, par exemple, et je fais allusion à l'affaire Pacha, parce que Pacha Gnassingbé est co-accusé, au cours de laquelle nous avions été confrontés à ce problème où les magistrats ont l'habitude de dire oui, c'est vrai, le Togo a ratifié la convention, mais dans notre ordonnancement juridique national, nous n'avons pas de disposition nous permettant de réprimer, de sanctionner une telle infraction. Et donc, les organisations des droits de l'homme, même sur le plan international, avaient souhaité que, dans le cadre de la modernisation de la justice, que ce problème-là puisse être réglé. Il en va également de beaucoup de dispositions protectrices des droits de l'homme qui devaient être intégrées dans l'ordonnancement juridique togolaise. Donc, cette incrimination de la torture aussi l'était. C'est pour ça que cela avait été salué par beaucoup de personnes. Mais c'est que le Togo aussi a une histoire sur la torture. Je vous ai donné l'exemple de Mango tout à l'heure, de tout ce qui s'est passé à Mango à l'époque. Je vous ai donné également l'exemple de l'affaire Pacha Gnassingbé, éco-accusé, où il avait été fait état de torture avérée et qui avait nécessité, même après le procès, la saisine de la CNDH pour faire un rapport, lequel rapport a été falsifié avec toute la polémique qu'il y avait eu autour. Et donc, pour nous, c'est bien d'incriminer la torture, mais nous disons que, connaissant l'histoire du Togo sur la torture, il était indispensable de rendre pour éviter l'impunité et pour faire en sorte que ce genre d'acte cesse dans notre pays. Il était nécessaire de rendre cette infraction-là imprescriptible. Ça veut dire que celui qui serait auteur de cette infraction-là ne va pas profiter du délai de prescription pour éviter la sanction sur la commission de cette infraction-là. C'est cela aussi que nos collègues de la majorité ont refusé, parce que ils estiment que non, que la torture ça doit être un crime contre les autres. Pour nous, nous disons que la torture ne peut pas être un crime c'est un crime, à notre sens, contre l'humanité, et c'est comme cela qu'il faut le prendre. Et donc, il fallait la rendre, cette infraction-là, imprescriptible. Nous n'avons pas été suivis, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, donc ils ont voté le texte comme cela en refusant notre proposition d'amendement pour rendre ces dispositions-là, article 198 et suivant, imprescriptible. L'autre article qui fait polémique et débat, c'est ce qui concerne la presse, l'article 497 justement, qui est en train d'augmenter, parce qu'en temps on a salué il y a 12 ans ou une dizaine d'années, on pensait que le Togo avait une bonne loi en matière de problèmes dans la presse, mais cette fois-ci c'est comme si on a renforcé davantage les taux. Non, il faut plutôt dire qu'on a reculé, comme l'a dit l'autre, 100 ans en arrière. C'est comme cela qu'il faut qualifier ce qui s'est passé avec l'article 497. Parce que, vous savez, je rappelle que c'était quand nous étions sous la dernière législature, la dernière législature avant celle-ci, où le code de la presse avait été envoyé, je crois qu'on devait être en 2008 ou quelque chose comme ça. Et donc, où on avait essayé à l'époque de rendre le code de la presse répressif. Et je me rappelle à l'époque que nous étions aussi encore minoritaires à cette assemblée-là, mais nous nous sommes opposés, mais la loi avait quand même été votée. Ensuite, il y a eu une fronde, un lever des boucliers de la part des organes de presse, des journalistes, tant sur le plan national qu'international, qui a fait que le gouvernement a dû reculer et le chef de l'État a demandé une relecture de la loi. Et donc, au cours de cette relecture, je me rappelle bien, c'était ma commission, la commission des lois, qui avait eu à travailler sur ce dossier-là. Les journalistes même ont dû même être invités au niveau de la commission et on y a travaillé dessus en dépénalisant ce code de la presse là, voilà, qui était liberticide, il faut le reconnaître. Et donc, voilà, aujourd'hui on a un code de la presse normal
sur la base duquel la presse est organisée et fait son travail. Mais il se trouve que ce qu'à l'époque on a donné par la main droite, on la retire aujourd'hui par la main gauche via le code pénal. Et moi je dis qu'il s'agit de ruses, de ruses qui en réalité dans la vie publique ne doivent plus se faire. Alors, lorsque l'article, nous avons commencé l'étude et nous sommes arrivés sur cet article-là, nous leur avons dit non, nous ne pouvons pas avoir un code de la presse qui organise tout et tout ça, et puis avoir un tel article, puisque l'article parle de la publication, de la diffusion d'informations, de fausses informations, d'informations mensongères ou diffamatoires, etc., lesquelles sont prises en compte dans le code de la presse et tout ça. Alors, les raisons qu'on nous donne, on nous dit non, qu'en réalité, cet article-là, ce n'est pas les journalistes, ça ne concerne pas les journalistes, ça concerne les autres Togolais. Ah bon? Les autres Togolais qui ne sont pas journalistes publient, diffusent et autres, et tout ça. Ils disent oui, que ça, que je dis. Bon, on a dit bon, d'accord. Alors, si ça ne concerne pas les journalistes, donc nous allons faire une proposition. Et je crois que je n'étais pas là, c'est le vice-président du groupe parlementaire qui est maître Adama Dobrous qui a fait la proposition, une proposition, dit, bon, en ce moment-là, mettons, au début de l'article, sans préjudice des dispositions du code de la presse, la publication, la diffusion, la désinformation, etc., etc. Là aussi, ils ont dit non. Parce que le problème, c'est que le commissaire du gouvernement disait « Ah oui, non, mais s'il y a un problème qui est amené devant le tribunal sur une diffusion mensongère d'informations, il suffit de dire que vous êtes journaliste, on va vous appliquer le code pénal. » On a dit non. Non, on est en matière pénale et en matière pénale, la loi est d'application stricte. Alors, lorsque le ministère public poursuit sur la base de tels tests, mais vous ne pouvez pas dire au magistrat, ah oui, non, mais moi, je suis journaliste, donc cet article-là, mais il va vous demander, mais où se trouve dans le test là où il est dit que... Oui, il applique le code pénal, mais il va vous demander, mais où est-ce qu'il est écrit que les journalistes ne sont pas visés par ce test? Il n'y a pas. C'est pour ça que nous avons proposé de mettre nonobstant, sans préjudice des dispositions du code de la presse. En ce moment-là, le juge saura que les dispositions, c'est sans préjudice, et que les dispositions du code de la presse sont à tout le moins pour les journalistes prioritaires donc aux dispositions du code pénal. Là aussi, ça a été refusé. Donc, nous avions conclu qu'en réalité, c'est ce qui avait été obtenu par lutte, la dépénalisation du code de la presse, qu'on essaie d'instériser par ruse dans le code pénal. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas fini avec cette histoire parce que, vous savez, moi, je le dis, il n'est pas possible, il n'est pas inadmissible. Vous l'avez dit en 2015 que nous reculions comme cela. Surtout que le chef de l'État, mais en plein hiver, la dernière fois, il était en France, il était Charlie en France. Il était Charlie en France. Charlie, c'est la liberté de la presse. C'est parce que ce qui était arrivé là à l'hebdo, Charlie, tout le monde sait. C'est pour lutter, c'est pour faire la promotion de la liberté de la presse. Et nous ne comprenons pas, moi je ne comprends pas pourquoi il peut être Charlie en France et être autre chose dans son propre pays, le Togo. Et donc, bon, moi j'estime que lorsque on prend ses responsabilités pour être Charlie en France, il faut d'abord l'être dans son pays, d'abord. Et que c'est vrai que s'il y a les travers de la presse, et ça, je crois que personne ne me démentirait, je crois que l'ANC et son président, M. Jean-Pierre Favre, nous constituons partis politiques et responsables politiques les plus insultés dans ce pays. Et dans les presses écrites, radio et autres, et tout ça, moi je sais, mais ce n'est pas une raison pour que nous demandions l'embastillement des journalistes et autres. Moi, ce que je sais, c'est que lorsque vous décidez d'être un homme politique, vous devez avoir le dos large. Vous devez avoir le dos large et encaisser, avoir la propension d'encaisser les coups et ne pas, pour vous protéger, rendre la vie difficile à ceux qui font une profession difficile, qui est le métier de journaliste. Et donc, moi, je dis,
Un chef de l'État qui est Charlie ne peut pas faire mettre des dispositions, il s'agit d'un projet de loi, des dispositions aussi liberticides dans son code. C'est pour cela que nous disons que là-dessus, la lutte doit pouvoir continuer et qu'il est complètement absurde de laisser des dispositions aussi liberticides dans le code concernant la presse. Alors, on va fermer cette page de l'hémicycle. Alors concrètement, dans la pratique, comment ça se passe? Lorsque le test est voté, c'est fini, ou bien est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, la minorité parlementaire, de faire d'autres recours, d'autres possibilités pour... J'ai adressé, à ma qualité de président du groupe parlementaire ANC, un courrier au chef de l'État. Je crois que le courrier a dû partir hier ou avant-hier, lui demandant de ne pas promulguer le test. Et de demander, oui, et de demander, parce que le test est voté, mais il reste encore 2 formalités à accomplir. C'est la promulgation et la publication. Oui. Et donc, la promulgation, c'est le chef de l'État. Alors, donc, on lui a envoyé, le groupe, par ma voix, lui a envoyé un courrier lui demandant de ne pas promulguer le test et de demander la relecture. S'agissant de projet du gouvernement, de demander la relecture. Comme ça a été fait, ça veut dire que nous revenons toujours sur les mêmes choses. Ça a été fait en 2008 et tout ça. Donc, nous attendons de voir quelle sera sa réaction face à cette demande-là. Et puis, nous envisagerons ce qu'il y a lieu de faire. Merci. Rencontre Champ Nouveau numéro. Nous parlons des faits de société de chez nous avec la présidente du groupe parlementaire NC à l'Assemblée, Isabelle Ameganvi. C'est avec qu'on discute de ces faits. Parlons maintenant de votre formation politique qui a fêté le mois dernier en octobre ces 5 ans d'existence. 5 ans après, je crois qu'on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps d'analyser. Est-ce que sincèrement vous pensez que c'était une bonne chose de créer la NC avec les problèmes qui ont eu lieu en 2005 après la présidentielle de cette année? Ah oui, non, mais nous ne l'avons jamais regretté, nous ne le regretterons jamais. Ça voudrait dire que si nous n'avions pas créé l'ANC, nous serions dans l'aventure là, avec UNIR, là, où d'ailleurs, beaucoup de gens, même qui ont suivi M. Jécris Olympio dans cette aventure-là, regrettent aujourd'hui. M. Jimon Auré et autres ont déserté la barque par après, s'étant rendu compte que c'était une méprise que d'aller s'associer avec le parti au pouvoir pour encore continuer à gouverner les Togolais de la manière dont on le fait jusqu'à présent, que nous sommes en train de dénoncer au jour d'aujourd'hui. Et donc nous étions en lutte pour plus d'espace de liberté et de démocratie dans notre pays. C'est un noble combat, un objectif qui n'est pas encore atteint. Et donc, nous ne pensons pas que aller se mettre avec l'oppresseur, c'est ça qui constitue la finalité de la lutte. Et donc, nous avions eu bien raison de quitter le navire UFC. À l'époque, on nous a forcé d'ailleurs, parce que nous estimons que l'UFC appartenait à ceux qui l'ont créé, l'ont animé pendant des années, tout ça. Mais bon, ça n'a pas été cela. M. Jécris Olympio, à l'époque, s'est tablé sur la force, comme d'habitude dans notre pays, et à coups de gaz lacrymogène et autres, nous a pris l'UFC, nous l'avons laissé et nous avons créé l'ANC. Et c'est avec l'ANC aujourd'hui que nous menons la lutte, et nous n'avons jamais regretté, nous ne regretterons jamais d'avoir pris cette décision-là. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça a pu changer en fait dans la lutte, dans le combat, dans l'alternance politique? Qu'est-ce que l'ANC a apporté de neuf, n'est-ce pas, au combat qui est mené depuis longtemps? Non, l'ANC est en train de faire un combat contre un régime dont la propension est de se maintenir au pouvoir contre vents et marées. C'est une lutte qui est en train d'être menée, et là-dessus, l'ANC n'est pas seule. Nous avions créé des regroupements. Aujourd'hui, nous sommes à CAP 2015 et nous sommes en train de lutter contre un régime. Et la lutte, elle continue, parce que jusqu'à présent, la finalité que nous voulons atteindre, qui est l'alternance, qui est que d'autres personnes aussi connaissent, que ça ne soit pas le même régime qui, du père en fils, régente le pays j'allais dire dictatorialement, pendant plus de 50 ans, que ce soit la même famille et tout ça qui le fasse. C'est vrai que les résultats poursuivis ne sont pas encore atteints, mais ça ne veut pas dire que le combat n'est pas noble, ou le combat ne doit pas se poursuivre. Donc voilà, nous y sommes. Et beaucoup de Togolais, nous le savons, se reconnaissent en nous.
Si c'est vrai que les élections étaient transparentes dans notre pays, il y a longtemps que cette alternance-là aurait eu lieu dans notre pays. Tout le monde a constaté ce qui s'est passé encore en avril de cette année concernant la présidentielle. La manière dont la CENI a donné les résultats et autres et tout ça, bon, tout le monde a vu ce qui s'est passé et tout le monde sait ce qui s'est passé, que la faute ne provient pas de l'ANC ni de CAP 2015 et tout ça, mais la faute provient du régime qui à travers d'élections frauduleuses s'appuyant sur une armée qui s'ingère dans la politique et tout ça, maintient le pouvoir et ne veut pas faire l'alternance. La preuve, les réformes institutionnelles, constitutionnelles, dont on a pris l'engagement de les faire, ces réformes-là n'ont pas été réalisées. Tout ce que nous avons fait, le projet de loi que le gouvernement lui-même a envoyé, vous avez vu le sort qui lui a été réservé à l'Assemblée nationale, la proposition de loi faite par les partis parlementaires de l'opposition, vous savez le sort qui lui a été réservé. Et aujourd'hui, vous avez vu la position que défend maintenant de manière claire le Togo sur la limitation du mandat dans notre pays. Dans l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que 2 pays aujourd'hui qui refusent obstinément de faire, c'est le Togo et la Gambie. La dernière fois, à une réunion internationale de ACPUE à Bruxelles, la délégation togolaise s'est encore illustrée sur ce chapitre-là en disant que il n'est pas question de parler de limitation de mandat et que c'est le peuple qui décide, le peuple qu'on force, le peuple qu'on oblige à travers des élections frauduleuses où il n'y a pas la vérité des urnes et tout ça, qui doit décider de qui va gouverner. Et si c'est une famille qui doit gouverner pendant 1000 années, bon, il n'y a pas de problème. Alors, 5 ans de parcours politique, quel bilan, quel résultat, quelle analyse? Comment a été le chemin pour vous? Oh, très difficile. Oui. Très difficile. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, notre accouchement, l'accouchement de l'ANC a été fait de manière très, très, très difficile, je dirais au forceps. C'est vrai, le bébé, il a eu beaucoup de problèmes, mais nous avons veillé, nous avons été à son chevet la nuit comme le jour, et aujourd'hui, bon, nous pouvons dire que nous sommes un parti politique par la force des choses, le parti politique le plus représentatif de l'opposition, par la force, je dis par la force des choses, parce que si ce n'était pas, si ce n'était pas par la force des choses, nous serions le parti majoritaire du pays, ensemble avec nos alliés qui ont formé CAP 2015 au jour d'aujourd'hui. Alors, donc, je dirais que l'ANC et les militants et les responsables font leur travail d'opposition, de lutte, pour plus d'espace de liberté, plus de bonheur pour les Togolais et autres. Et c'est la finalité, c'est l'objectif du combat que nous avons choisi librement de mener. Et donc, nous le faisons dans les difficultés, parce qu'il n'est pas facile au Togo de faire de la politique, surtout de faire la politique de l'opposition. Mais, Dieu aidant, nous faisons notre bonhomme de chemin dans les difficultés, mais nous y sommes. Et je crois que c'est la détermination, le courage, malgré tout, des militants et des responsables qui font que aujourd'hui, au Togo, la lutte peut se poursuivre. Madame, en 5 ans d'existence, vous avez participé à 2 principales élections, les législatives de 2013 et la présidentielle de cette année, avril 2015. Alors seulement dans le cadre d'un regroupement de partis politiques, est-ce que ça vous permet de mesurer votre poids réel sur le terrain électoral? Oh, nous le savons. Vous savez, nous sommes allés aux élections législatives dans un regroupement, mais dans un regroupement avec des partis politiques. Et vous avez vu que s'agissant de notre regroupement à nous, l'ANC a eu je crois, 16 députés et a dit, à l'époque, on avait eu 3. Bon, aujourd'hui, il semble que le calcul n'était pas, la répartition des places avait posé quelques problèmes dans la coalition. Vous savez, je crois que ceux qui sont honnêtes là-dessus reconnaîtront que il n'y a rien de tel. Parce que dans l'UFC avant, puisque c'est plus de, moi je dis près de 95%
des membres de l'ancienne UFC qui ont créé, qui animaient le parti à l'époque, qui ont créé l'ANC. Et donc, nous savions comment nous travaillons. Bon, nous avons nos structures avant et tout cela, avant de décider sur la supplication du peuple togolais qui souhaite que l'union de l'opposition se fasse. Donc, c'est entendant les cris des militants, des populations togolaises que nous avons dit, oui, nous allons nous mettre ensemble pour voir et unir nos forces pour faire face à l'adversaire commun. Ce n'est pas pour s'appuyer l'autre sur l'autre et lui faire ombrage que vous avez accepté ce regroupement? Non, nous appuyer sur qui? Je ne crois pas. Vous savez, l'union au niveau des partis politiques, c'est un combat. Parce qu'un parti politique, lorsqu'il est créé pour venir au pouvoir. Pour résister seul. Pour exercer le pouvoir. Non, vous pouvez dans une situation donnée décider de vous mettre avec d'autres personnes pour atteindre votre objectif. Ça peut se faire. Vous pouvez également, ça dépend de l'atmosphère politique dans laquelle vous évoluez, vous pouvez aussi décider d'y aller seul. Mais bon, je dis qu'à un moment donné, il était nécessaire que nous nous mettions ensemble. Nous l'avons fait à la demande des populations, nous l'avons fait. Et donc, ce n'est pas en nous mettant avec les autres que nous sommes appuyés sur les épaules pour monter. Non, je ne crois pas que ceux qui étaient dans le CST avant croyaient cela. Je vais vous donner un exemple, peut-être, c'est peut-être de cela que vous voulez parler, Obu avait toujours crié en disant que oui, lui, il avait travaillé avec nous et autres et tout ça, et que finalement, bon, il n'a rien eu et qu'on s'est servi de lui. Moi, je crois que il faut dire que nous ne sommes pas servis du tout d'Obu, et lui, il devait honnêtement le reconnaître. Par contre, le fait que nous nous soyons mis ensemble avec Obu nous a posé à nous, ANC, beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, nous avions, je donne l'exemple de l'Est Mono. Nous avons placé des candidats de Obu dans l'Est Mono. Nos propres militants ont refusé de voter. Parce que nous ont-ils dit, le candidat de Obu que nous avons placé là-bas était de unir. Et qu'on nous l'a soufflé en disant qu'il n'était pas de l'opposition. Et donc, nous avons perdu là-bas. Dans le Yoto, par exemple, nous n'avons pas mis de candidat là-bas. C'est Obu seul qui a pris toute la liste de Yoto. Nous n'avons pas eu un seul député là-bas. Moi, dans ma circonscription électorale, qui est Cloto à l'époque, Cloto et Pelé, vous savez, en 2007, lorsque nous avions fait les législatives, nous avions eu 2 sièges sur les 3 que comptaient Pelé et Cloto. Mais lorsque nous nous sommes mis avec Obu là-bas, puisque la liste là-bas était mixée, nous avons eu 1 siège sur les 3. Alors, dites-moi ce que cela nous a apporté et en quoi est-ce que nous nous sommes servis de Obu. À l'époque, on nous avait dit que au niveau du Golfe, qu'il y a M. Adja qui était là-bas, il disait que lui, il avait engagé 44 000 voix. Bon, moi, je ne sais pas sur la base de quel calcul. Cela avait été dit, puisque à la présidentielle de 2010, son chef, qui est M. Agbeyo Mekodjo, avait eu en tout et pour tout, sur toute l'étendue du territoire national, 17 000 voix. Moi, je ne sais pas comment son adjoint peut avoir dans le Golfe seul 44 000 électeurs. Or, il se trouve qu'en 2007, lorsque nous sommes allés à l'élection, nous-mêmes, à l'époque UFC, et je dis nous-mêmes, UFC, nous avions eu les 2 sièges sur les 2 que comptait le Golfe. Et donc, vous voyez, c'est pour cela que je dis que l'union était combat. Vous savez, vous pouvez faire l'union peut vous être profitable, mais aussi l'union peut vous poser des conséquences dramatiques. Et je dis qu'en 2013, l'union nous a posé plus de problèmes que cela n'en a résolu. Et donc, nous sommes à l'aise. Alors, et pourquoi vous maintenez le cap 2015 jusqu'à là? Ah oui, nous maintenons le cap 2015 parce que voilà, dans l'union que nous avons fait très large, aujourd'hui, c'est dans le parcours, nous nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous les avons traversées. Et l'expérience et le temps aidant, nous sommes convaincus de ce qu'aujourd'hui, les 4 partis que forme CAP 2015 sont les partis
qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même manière de voir les choses et de régler le problème togolais. C'est pour cela que nous estimons que, au lieu de coûte que coûte faire l'union la plus large possible, pour que ça pose des problèmes, il vaut mieux faire une forte union autour de ceux qui ont les mêmes conceptions de la lutte que nous menons, pour que cela soit encore plus efficace et encore plus renforcé que dans le temps. Et donc, c'est pour cela qu'après, nous avons maintenu CAP 2015, parce que nous nous retrouvons tous les 4 partis politiques en question là, l'ANC, la CDPA, le PSR et UDS Togo, voilà, dans la noblesse de la lutte que nous menons contre ce régime qui continue de diriger les Togolais d'une main de fer. Donc CAP 2015, c'est sans délai, ça existe pour toujours. Ah oui, nous l'espérons et nous faisons tout pour que ça Malgré les existe. expériences passées qu'on a faites avec le FRAC, avec le CHT, avec les autres regroupements qui ont lieu, on en a connu pas mal de... Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des déboires sur cela. Je vous ai expliqué tout à l'heure que bon, nous étions plus nombreux. Vous savez, et lorsque nous avons commencé cette aventure du regroupement de l'opposition dans le fameux conclave et tout ça, je crois que nous étions 10. Nous étions 10 et puis sur le parcours, voilà, les gens ont commencé à partir et tout ça. Je crois qu'après même l'élection présidentielle, encore un parti politique est parti. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en matière politique et en matière politique, vous ne pouvez pas obliger... vous savez, vous, la plus belle fille, vous pouvez pas la forcer à vous épouser si... à moins de le faire par ce qui est interdit par la loi, vous êtes obligé de vous soumettre à son approbation. Si elle n'est pas d'accord, vous ne le ferez pas. Et je dis et je persiste que nous sommes des partis politiques et on ne peut pas nous obliger à rester ensemble lorsque nous ne voyons pas les choses de la même manière, lorsque nous n'avons pas la même lecture de la situation de notre pays, lorsque nous n'avons pas la même lecture de ce qu'il faut faire pour arriver à bon port. Je dis aujourd'hui, c'est les 4 qui, jusqu'à présent, ont traversé les tempêtes et autres, et tout ça, et qui continuent à trouver de l'efficacité dans la lutte commune. Et donc, nous en tenons au renforcement de ce regroupement-là, et la lutte continue avec. Oui, très rapidement sur la question. Alors, pendant les manifestations de 5 ans, il était question, vous avez appelé le peuple à sa responsabilité. Et cette phrase a fait couler un peu de temps. Est-ce que vous pouvez éclairer davantage? C'est quoi la responsabilité du peuple dans la conquête ou dans la question de l'alternance politique au pouvoir? Oui, c'est-à-dire que nous sommes des responsables politiques qui animons des partis politiques, qui proposons au peuple une alternative par les programmes que nous leur proposons, par ce que nous voulons faire de notre pays, par les rêves que nous avons pour notre pays et autres. Mais vous savez qu'il appartient au peuple de décider de ce que il est convaincu de notre manière, alors, ou bien de ce que nous lui proposons de faire, ou il n'est pas convaincu. C'est pour cela que nous disons que la responsabilité en matière politique appartient à tout. Vous pouvez être un parti politique, vous avez beau avoir un programme alléchant et autres. Si vous n'êtes pas suivi dans ce que vous faites par la population, vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes d'accord avec moi, à moins d'utiliser d'autres moyens pour la conquête du pouvoir. Et donc, nous disons que dans notre pays, il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que la population aussi a fait comprendre à plusieurs reprises, dans plusieurs domaines, que le régime qui nous gouverne n'est plus acceptable pour les Togolais et autres. Mais nous disons qu'il reste que le peuple encore soutienne. Parce que ce que nous entendons la plupart du temps, lorsque nous faisons notre tournée, et surtout après l'élection
présidentielle là, de la dernière fois, c'est que nous sommes fatigués et tout ça. À chaque fois, nous allons aux élections, vous dites qu'on vous a volé, et puis bon, après, ça continue, et puis nous n'allons plus voter. Oui. Voilà, après, nous n'allons plus voter. Encore que lorsque nous ne nous taisons pas, nous marchons, il y a des gens qui disent oui, mais vous passez votre temps à marcher et tout ça, et autres, là, c'est irresponsable, etc. Et tout ça. Bon, lorsque nous ne marchons pas aussi, bon, on nous reproche de ne pas marcher parce que nous ne faisons rien, parce que Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent, etc. Jean-Pierre Fabre a fait un deal, parce qu'il y a des gens de l'opposition qui sont venus dire ça sur les plateaux. J'ai bien entendu que Jean-Pierre Fabre a fait un deal avec le pouvoir, c'est pour ça qu'il ne fait rien, etc. Tout ça, et nous en entendons des vertes et des pas mûres. Et donc, c'est pour ça que nous appelons à la responsabilité. Parce que quelqu'un ne peut pas, par exemple, aller prendre de l'argent chez quelqu'un et le combattre comme nous le faisons au risque de notre vie. Parce que ce qui arrive à Jean-Pierre Fabre, tout le monde le sait. Toutes les méthodes de répression ont été utilisées, je vous l'ai dit, en 5 années de la marche de l'ANC. Nous avions essuyé beaucoup de choses, mais nous restons déterminés, convaincus aussi. Alors, donc, c'est tout à fait normal que lorsque des gens disent des choses et autres, qu'il est essentiel de faire sa propre analyse pour comprendre, pour savoir ce que l'on dit de la personne. Est-ce que cela est possible? Est-ce que la personne peut aller faire un deal et continuer à combattre, et continuer à souffrir les affres d'un tel régime comme cela, etc. Donc c'est pour ça que nous en avons appelé à la responsabilité du peuple. En tous les cas, lorsque l'élection s'est terminée, nous avons fait notre mémorandum pour dire ce qui s'est réellement passé, chiffre à l'appui, ce que nous n'avons jamais fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que nous n'avons jamais été mis en mesure de pouvoir le faire. En 2010, nos ordinateurs, nos procès-verbaux ont été saisis et autres. Nous n'avons pas pu prouver quoi que ce soit. Cette fois-ci, quand bien même la CENI a donné les résultats comme elle a fait, au moins nous avons poussé la CENI dans cette dernière retranchement. Et le président, vous avez vu le spectacle ridicule qu'il a fait passer aux yeux de tout le monde, prouvant aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne, que cette élection-là était l'une des plus frauduleuses que le Togo ait jamais connue. Et par la suite, nous l'avons prouvé, preuve à l'appui par ce mémorandum-là, avec des chiffres et autres. Et je dirais en passant, par exemple, que lorsque l'on vous dit que la préfecture de Loti, dont on a parlé tout à l'heure, vous savez, les résultats qu'on a donnés pour la présidentielle, c'était que 102% de la population de Loti en âge de voter, avec un taux de participation de 67%, aurait accordé 81% de leur suffrage à M. Fogna Sipé il y a quelques mois. 102% de la population en âge de voter, avec un taux de participation de 67%, aurait donné 81% de leur voix. Et voilà ce qui arrive quelques mois après. Donc, c'est tout ça là que nous mettons dans la responsabilité des populations face à tout ce qui se passe. Et il faut que tout le monde comprenne que nous devions tous ensemble nous mettre ensemble dans le combat contre ce régime-là, pour que l'alternance puisse arriver dans notre pays et que d'autres personnes aussi puissent mettre leur expérience au profit de la nation tout entière, et que si les Togolais, en toute responsabilité, estiment que ceux-là aussi n'ont pas bien fait, qu'ils aient la latitude, que la latitude leur soit offerte à partir de là, de pouvoir changer tous les 5 ans, si telle est la volonté populaire. Merci madame. Très rapidement, l'avis de l'ANC en quelques mots pour clôturer cette émission. L'avis de l'ANC. L'avenir de l'ANC. L'avenir de l'ANC, elle est toute tracée dans la lutte aux côtés de ses alliés de CAP 2015 pour le moment. Et l'objectif, c'est l'alternance. C'est plus de bonheur pour le peuple togolais, plus de liberté, l'état de droit, la fin des violences comme réponse aux problèmes liés à la vie de tous les jours des Togolais. L'avenir de l'ANC, c'est le combat pour plus de bonheur de tout un peuple, le combat de l'alternance, le combat de la démocratie et de l'état des droits. Bien, merci madame pour ce temps passé en studio à nous expliquer ces faits d'actualité. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 réflexions. Au revoir et à très vite.